Voici une nouvelle histoire conçue pour vous. Si ce conte de survie et d'artisanat vous plaît, montrez votre soutien avec un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines aventures. La tempête s'était abattue sur le Six Serpents avec la fureur d'une bête mythologique. Julian Croft, un homme dont les mains connaissaient mieux le souffle brûlant d'un four à verre que la morsure glaciale de l'océan Pacifique, s'était agrippé à un bastingage alors que le petit chalutier était secoué comme un jouet. Les vagues, des murs d'eau noire et froide de la côte de l'Oregon, s'écrasaient sur le pont, emportant tout ce qui n'était pas solidement arrimé. Julian n'était qu'un passager, retournant à son studio de Portland après avoir rendu visite à un collectionneur à Cause Bay, mais la mer ne faisait aucune distinction. Le craquement du bois, un son horrible et définitif, avait été le dernier qu'il ait entendu clairement avant qu'une vague monstrueuse ne le balaie par-dessus bord. L'impact avec l'eau lui avait coupé le souffle, le plongeant dans un chaos tourbillonnant, froid et sombre. Ses poumons brûlaient, ses membres étaient engourdis. Il lutta, son instinct de survie prenant le dessus, mais il ne savait plus où se trouvait la surface et le fond. Puis, un coup violent à la tête, probablement contre un débris de l'épave, et le monde s'éteignit. Il reprit conscience au son d'un doux cliquetis, comme des milliers de petites clochettes de vent. Sa première sensation fut une douleur lancinante à l'arrière de son crâne. La seconde fut la chaleur du soleil sur son visage. Il ouvrit les yeux, plissant les paupières face à une lumière d'une intensité incroyable. Il était allongé sur le côté, sur une plage. Mais ce n'était pas du sable. Sous lui et s'étendant à perte de vue, se trouvait un kaléidoscope de couleurs scintillantes. Vert émeraude, bleu cobalt, brun ambré, blanc opalin. La plage entière semblait pavée de bijoux. Le son qu'il avait entendu était celui des vagues qui se retiraient, faisant rouler et teinter doucement les innombrables morceaux de verre poli qui constituaient le rivage. Julian se redressa péniblement, ignorant les protestations de ses muscles meurtris. Il resta assis un long moment, abasourdi. Il connaissait l'existence de ces endroits. Des plages de verre, nées de la négligence humaine. Des décennies durant, les habitants des villes côtières voisines avaient jeté leurs déchets par-dessus les falaises. Bouteilles, pots, vaisselle, pare-brise de voitures, tout ce qui était cassé et indésirable. Et pendant des décennies, l'océan avait travaillé, un maître artisan implacable. Il avait brisé, roulé, poli et adouci chaque éclat tranchant, transformant un dépotoir en une merveille accidentelle. Pour n'importe qui d'autre, ce serait une curiosité, un endroit dangereux où marcher pieds nus serait une folie. Pour Julian Croft, c'était comme rentrer à la maison. Il se leva, chancelant, et commença à marcher. Ses chaussures de pont étaient toujours à ses pieds, le protégeant des bords encore occasionnellement acérés. Il baissa les yeux, et son esprit d'artisan prit le dessus sur le choc du naufragé. Il ne voyait pas des déchets, il voyait de la matière première. Il reconnaissait les origines de chaque pièce. Ce verre forêt provenait de bouteilles de vin ou de bière. Ce brun chaud, de bouteilles de Clorox des années 50. Le bleu rare et profond venait probablement de flacons d'apothicaire. Le blanc laiteux, de pots de crème froide. C'était un catalogue de l'histoire domestique, décomposé et réimaginé par la mer. Il se pencha et ramassa un galet de verre bleu. Il était parfaitement lisse, sa surface dépolie par le sel et le sable. Il le sentait dans sa paume, sa texture familière, son poids. Une vague de désespoir le submergea alors que la réalité de sa situation le rattrapait enfin. Le Six Serpents avait sombré. L'équipage, deux vieux marins bourrus, où étaient-ils? Il scruta l'océan, mais ne vit que l'étendue bleue infinie et les débris flottants de leur bateau brisé. Il était seul. La soif se manifesta, une sensation de papier de verre dans sa gorge. Il regarda autour de lui. La plage était une crique, bordée à une extrémité par un promontoire rocheux et à l'autre par une haute falaise d'argile et de pierres d'où s'écoulaient de minces filets d'eau sombre. De l'eau. Mais était-elle potable? Il ne pouvait pas prendre le risque. Au-dessus de la falaise s'étendait une forêt dense de sapins et de cèdres, typique de l'Oregon. La civilisation pouvait être à des kilomètres ou à des centaines de kilomètres. Il n'avait aucun moyen de le savoir. Il n'avait rien. Pas de couteau, pas de briquet, pas de nourriture. Ses vêtements étaient trempés et le vent qui se levait de la mer était froid, malgré le soleil. La nuit tomberait dans quelques heures, et avec elle un froid glacial. Sans feu, ses chances de survie étaient minces. Il s'assit à nouveau sur le tapis de verre scintillant, la tête entre les mains. La panique menaçait de l'engloutir. Il allait mourir ici, dans ce lieu étrangement beau. Mais alors que son regard errait sur le sol, il s'arrêta sur un morceau de verre plus grand. C'était le fond épais d'une vieille bouteille, peut-être de Coca-Cola, d'un verre pâle caractéristique. La base était concave, épaisse, et la lumière du soleil qui la traversait se concentrait en un point lumineux et intense sur les galets en dessous. Une lentille.
L'idée frappa son esprit avec la force d'une révélation. Il n'avait pas de briquet. Il n'avait pas de silex. Mais il était sur une plage faite de millions de lentilles potentielles. Il était un maître verrier. Il ne travaillait pas seulement le verre, il le comprenait. Il comprenait comment la lumière le traversait, comment la chaleur le transformait. Un nouveau sentiment commença à remplacer la peur. Ce n'était pas encore de l'espoir, mais une concentration intense, le même état mental qu'il atteignait dans son atelier lorsqu'il était confronté à une pièce difficile. Cet endroit, qui aurait été un cauchemar pour n'importe qui d'autre, un paysage stérile et coupant, était sa seule chance. C'était sa ressource, son atelier, sa forge. Le soleil était son feu, et le verre était son outil. Il se leva, le dos un peu plus droit. Il n'était plus seulement un naufragé. Il était un artisan. Et il allait utiliser son art pour survivre. Son premier projet ne serait pas un vase élégant ou une sculpture délicate. Ce serait l'outil le plus fondamental de l'humanité, le feu. Et il allait le créer à partir des débris du passé, sur cette plage de verre au bout du monde. La mission de Julian était désormais claire, aussi précise et focalisée que le rayon de lumière qu'il espérait créer. Faire du feu. C'était une nécessité primale, une course contre la montre avant que le soleil ne disparaisse derrière l'horizon et que le froid humide de la côte du Pacifique Nord ne s'installe pour la nuit. Il se mit au travail avec une méthode qui contrastait fortement avec le chaos de sa situation. Il ne s'agissait pas de ramasser n'importe quel morceau de verre. Il cherchait la perfection, ou du moins ce qui s'en approchait le plus dans ce dépotoir glorifié par l'océan. Il commença à parcourir la plage, les yeux rivés au sol, son regard d'expert balayant des milliers de fragments. Il ignorait les éclats plats de verre de fenêtres et les courbes fines des bouteilles modernes. Il cherchait de l'épaisseur et de la clarté. Un verre plus épais permettrait une courbe plus prononcée, une distance focale plus courte et une concentration de chaleur plus intense. La clarté était essentielle pour minimiser la dispersion de la lumière. Il passa devant d'innombrables candidats potentiels, les rejetant d'un simple coup d'œil. Celui-ci avait une bulle d'air, une imperfection qui perturberait le trajet des rayons. Cet autre était d'un brun trop foncé, il absorberait trop de lumière au lieu de la laisser passer. Dans son esprit, il revoyait les schémas des manuels d'optique. Une lentille plan convexe ou biconvexe. Il avait besoin d'au moins une surface courbée pour faire converger les rayons parallèles du soleil en un seul point focal. Le fond d'une bouteille était un bon point de départ, car il possédait déjà une courbure naturelle. Après près d'une heure de recherche méticuleuse, il trouva la pièce parfaite. C'était le culot d'une grande bouteille de cidre ou de champagne, d'un verre olive épais de près de 2 cm en son centre. L'océan l'avait déjà bien travaillé, émoussant les bords cassés et polissant la surface, mais il n'était pas encore parfait. La surface extérieure était légèrement dépolie et la courbure n'était pas assez uniforme. Il devait maintenant le façonner. Il établit son atelier sur une grande pierre plate près de la falaise. Il lui fallait un abrasif. Il ramassa une poignée de sable grossier et de petits cailloux de quartz qu'il trouva mêlés au verre. Puis il chercha de l'eau. Ne voulant pas utiliser l'eau salée corrosive, il se dirigea vers les filets d'eau qui suintaient de la falaise. Il y plaça sa pièce de verre et commença le long et fastidieux processus de polissage. Avec un morceau de grès plat comme outil de meulage, il commença à frotter la surface du verre dans un mouvement circulaire, utilisant le sable et l'eau comme pâte abrasive. C'était un travail épuisant et répétitif. Ses bras, déjà endoloris, protestaient. Ses doigts devenaient gourds. Mais il persévéra, son esprit entièrement absorbé par la tâche. Il ne pensait ni au naufrage, ni à sa solitude, ni à sa faim. Il ne pensait qu'à la surface du verre sous ses doigts. Il sentait les imperfections s'estomper, la surface devenir de plus en plus lisse. C'était un dialogue silencieux entre l'homme, la pierre et le verre. Il se parlait à lui-même, un monologue technique pour rester concentré. La pression doit être constante. Le mouvement circulaire pour éviter de créer des facettes plates. L'eau empêche la surchauffe et évacue les débris. C'est comme le premier polissage au carbure de silicium, mais en version préhistorique. Après ce qui lui sembla être des heures, il sentit que la surface était aussi lisse qu'il pouvait l'espérer. Le verre était maintenant remarquablement clair, presque transparent, la texture dépolie ayant disparu pour laisser place à un éclat doux. Il le rinça et le tint à la lumière du soleil, qui était maintenant plus bas dans le ciel. Il le positionna au-dessus de sa main et vit les rayons se concentrer en un petit cercle de lumière intense, beaucoup plus petit et plus brillant qu'auparavant. Il sentit une chaleur distincte sur sa peau. Ça fonctionnait. L'étape suivante était de trouver le bon combustible. Il chercha le long de la ligne de marée haute, là où le bois flotté s'accumulait. La plupart étaient humides et imprégnés de sel. Il lui fallait quelque chose de très sec et de fibreux pour prendre feu facilement. Finalement,
il trouva un morceau de bois de cèdre décomposé, si sec qu'il s'effritait en une poussière fine et poudreuse. C'était de l'amadou parfait. Il en prépara un petit nid dans une dépression abritée du vent, au pied d'un rocher. Il rassembla également de petites brindilles sèches et des morceaux d'écorce pour alimenter la flamme naissante. Tout était prêt. Le soleil était dangereusement bas, ses rayons dorés et obliques. Il n'aurait pas beaucoup de tentatives. Julien s'agenouilla, le cœur battant. Il sentait le poids de sa survie reposer sur ce simple acte. Il tint la lentille de verre avec une main, positionnant le petit nid d'amadou en dessous. Il ajusta la hauteur, déplaçant la lentille de haut en bas jusqu'à ce que le cercle de lumière se réduise à un point minuscule, une épingle de lumière d'une blancheur aveuglante. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, une fine volute de fumée, à l'odeur âcre et boisée, s'éleva du point lumineux. Son cœur fit un bond. Il maintint la lentille parfaitement immobile, malgré les tremblements de sa main. La fumée s'épaissit. Un petit point rouge, une braise, apparut au centre du point de lumière. C'était une minuscule étoile née du soleil, du verre et de son savoir-faire. Doucement, très doucement, il retira la lentille et se pencha sur le nid d'amadou. Il souffla sur la braise, un souffle léger et régulier. La braise se mit à luire plus intensément, passant du rouge au orange vif. Il souffla de nouveau. Une petite flamme vacillante jaillit, fragile et dansante. Julien laissa échapper un son, un mélange de rire et de sanglots. Le feu. Il avait fait du feu. Il alimenta la flamme naissante avec les plus petites brindilles, la nourrissant, la protégeant avec ses mains en coupe, comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Et à ce moment-là, c'était le cas. La flamme grandit, se renforça, léchant des morceaux de bois plus gros. Alors que les ombres s'allongeaient et que le premier frisson du soir se faisait sentir, Julien était assis devant son feu crépitant. Il n'était plus une victime impuissante. Il avait utilisé son art, sa connaissance intime du verre, pour dompter la nature. Il avait apporté la lumière et la chaleur dans ce monde de solitude. Ce petit feu, né d'un déchet, était sa première victoire, un phare d'espoir sur le rivage scintillant. Le feu était une victoire, mais une victoire précaire. Il offrait de la chaleur contre le froid mordant de la nuit qui s'installait, une lumière dansante qui repoussait l'obscurité oppressante et les ombres étranges projetées par les rochers. Mais Julien savait que ce n'était qu'un début. La soif, qui s'était temporairement estompée sous l'effet de la concentration et de l'adrénaline, revenait avec une intensité renouvelée. Sa gorge était un désert, ses lèvres commençaient à se gercer. Il avait vu les filets d'eau douce sur la falaise, mais il connaissait les dangers de l'eau non traitée. La dysenterie ou le giardia le tueraient aussi sûrement que le froid ou la faim. Il devait faire bouillir l'eau. Et pour cela, il lui fallait un récipient résistant au feu. Il n'y avait pas de métal sur cette plage, à l'exception de quelques bouchons de bouteilles rouillés et inutiles. Il ne pouvait pas tailler un bol dans le bois sans outil adéquat. Son regard se tourna vers la source même de son salut, le verre. Mais il ne pouvait pas simplement trouver un bol en verre. Il devait le fabriquer. L'idée était à la fois folle et parfaitement logique. Il était un artiste verrier. Il passait ses journées à transformer du sable et des produits chimiques en objets de beauté et de fonction. Ici, le sable avait déjà été transformé en verre. Il devait juste inverser une partie du processus, ramener le verre à un état liquide ou malléable pour le remodeler. Pour cela, il lui fallait une chaleur bien plus intense que celle de son feu de camp. Il lui fallait un four. Un four de fortune, un kiln primitif. Le lendemain matin, dès les premières lueurs de l'aube, Julien se mit au travail. Le projet était ambitieux et il savait qu'il devait agir vite, avant que la déshydratation ne sape ses forces. Son premier objectif était de trouver de l'argile. Il se souvint des parois de la falaise d'où s'écoulait l'eau. L'érosion y avait exposé différentes strates géologiques. Il s'y rendit, son feu de la veille n'étant plus qu'un tas de braises fumantes qu'il prit soin de préserver. En examinant la falaise, il repéra une veine d'un matériau gris-bleu, lisse et plastique au toucher lorsqu'il était humide. C'était de l'argile, et elle semblait de bonne qualité, avec peu d'impuretés sableuses. C'était une aubaine. Il passa plusieurs heures à extraire l'argile avec ses mains et un morceau de bois flottait plat. Il l'accumula sur une grande feuille d'écorce, la transportant jusqu'à son campement près du feu. Le travail était salissant et épuisant. Une fois qu'il eut rassemblé un monticule suffisant, il commença le processus de préparation. Il ajouta un peu d'eau douce pour la rendre plus malléable, puis il la pétrit. Il la pétrit encore et encore, sur une grande pierre plate, pour en chasser les bulles d'air. Une seule bulle d'air piégée dans la paroi du four pourrait se dilater sous l'effet de la chaleur et faire exploser toute la structure. C'était un principe de base de la poterie, et ici, c'était une question de survie.
Pour augmenter la résistance de l'argile à la chaleur et éviter qu'elle ne se fissure en séchant, il y ajouta un dégraissant. N'ayant pas de paille ou de sable fin à portée de main, il improvisa. Il ramassa de petits fragments de coquillage qu'il broya en une poudre grossière entre deux pierres, et l'incorpora à l'argile. Une fois l'argile prête, il commença la construction. Il choisit un emplacement abrité du vent, à quelques mètres de son foyer principal. Il commença par construire une base solide avec des pierres plates. Puis, il se mit à façonner les parois du four. Il utilisa la technique du colombin, roulant l'argile en longs boudins qu'il superposait en cercle, lissant les joints à chaque étape. Le four prenait lentement forme, s'élevant du sol comme une petite tour trapue. Il devait être assez grand pour contenir un creuset et atteindre une haute température, mais assez petit pour qu'il puisse le chauffer efficacement avec du bois flotté. Il lui donna une forme de dôme, sachant que cette structure était à la fois solide et efficace pour réfléchir la chaleur vers le centre. Il laissa une ouverture à la base, un évent pour l'alimentation en air et le chargement du combustible. De l'autre côté, près du sommet, il perça un petit trou, une cheminée pour évacuer la fumée et créer un tirage qui attiserait les flammes. La conception était basée sur des milliers d'années de technologie humaine, des premiers fours à poterie néolithiques aux forges de l'âge du bronze, des connaissances qu'il avait acquises en lisant sur l'histoire de son propre article. Chaque détail avait son importance. L'épaisseur des parois pour l'isolation, l'angle de la voûte, la taille des ouvertures pour contrôler le flux d'air et donc la température. La construction lui prit toute la journée. Le soleil tapait sur son dos, et il devait faire des allers-retours constants vers la falaise pour chercher plus d'eau, à la fois pour l'argile et pour humidifier son bandana qu'il portait sur la tête. Sa soif était une torture, un rappel constant de l'urgence de sa tâche. À chaque gorgée d'eau qu'il utilisait pour l'argile, il avait l'impression de sacrifier une partie de lui-même. À la fin de la journée, le four était terminé. C'était une structure rustique, d'environ 1 mètre de haut, de la couleur de la boue séchée, mais pour Julian, c'était un chef-d'œuvre d'ingénierie de survie. Il était loin d'être prêt à être utilisé, cependant. L'argile devait sécher lentement pour éviter les fissures. Il alluma un petit feu près de l'ouverture pour accélérer le processus, en maintenant une chaleur douce et constante. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs aussi vives que le verre à ses pieds, Julian s'assit, épuisé mais satisfait. Il regardait son feu de camp et, au-delà, la silhouette sombre de son four qui séchait lentement. Il avait passé une journée entière à construire quelque chose non pas pour aujourd'hui, mais pour demain. C'était un investissement, un acte de foi dans sa propre capacité à surmonter les obstacles. Le four n'était encore qu'une coquille d'argile, mais il représentait la promesse d'eau potable, de récipients, d'outils. C'était le cœur de sa nouvelle fonderie de fortune, le centre de son petit royaume de verre et de feu. Cette nuit-là, malgré la faim et la soif, Julian dormit d'un sommeil profond, le sommeil d'un bâtisseur qui sait que les fondations sont posées. 3 jours. Il fallut 3 jours pour que le four en argile sèche complètement. 3 jours pendant lesquels Julian vécut dans un état de déshydratation croissante, ne buvant que de minuscules gorgées d'eau non purifiée, juste assez pour survivre, tout en étant parfaitement conscient du risque qu'il prenait. Il passait ses journées à entretenir un petit feu près du four pour aider au séchage, et ses nuits à grelotter malgré le feu de camp, son corps affaibli luttant pour conserver sa chaleur. Pendant ce temps, il ne restait pas inactif. Il se préparait pour la prochaine étape, la plus critique et la plus dangereuse, la fonte du verre. Il avait besoin de 2 choses, du combustible pour le four et un creuset pour contenir le verre en fusion. Le combustible était abondant sous forme de bois flotté. Il passa des heures à en collecter, le triant par taille, des petites brindilles pour l'allumage aux grosses bûches qui brûleraient lentement et dégageraient une chaleur intense. Il créa une pile de bois si grande qu'elle semblait pouvoir durer des semaines, sachant que pour atteindre la température de fusion du verre, entre 800 et 900 degrés Celsius pour du verre sodocalcique commun, il aurait besoin d'un feu incroyablement chaud et durable. La fabrication du creuset fut son 2e projet de poterie. Il utilisa le reste de son argile préparée pour façonner un petit bol épais, d'environ la taille de ses 2 mains en coupe. Il le façonna avec un soin infini, s'assurant que les parois étaient d'une épaisseur uniforme et qu'il n'y avait aucune fissure ou bulle d'air. Ce petit bol d'argile devrait résister à un choc thermique extrême, contenant un liquide en fusion aussi chaud que de la lave. Une fois façonné, il le laissa sécher près du feu, le retournant régulièrement. Pendant que ses poteries séchaient, il se tourna vers la matière première, le verre. Il parcourut à nouveau la plage, mais cette fois avec un objectif différent. Il ne cherchait pas une lentille, mais du calcin, le terme technique pour le verre recyclé destiné à être refondu. Il choisit les plus petits morceaux, de la taille d'un ongle, car ils fondraient plus rapidement et plus uniformément. Par habitude d'artisan, il ne put s'empêcher de les trier. Il fit de petits tas, le vert des bouteilles de bière, le brun des bouteilles de whisky, le vert clair des bocaux. Il savait qu'en les mélangeant, il obtiendrait une couleur boueuse et peu attrayante.
En les gardant séparés, il pourrait, peut-être, conserver une partie de leur beauté originelle. Pour sa première tentative, il choisit le vert clair, le plus neutre. Il en remplit son petit creuset d'argile, désormais sec au toucher. Au matin du 4e jour, le grand moment était arrivé. Le four était sec, dur comme de la pierre sous ses doigts. Il était temps de le cuire, et en même temps, de tenter la première fusion. Il plaça délicatement le creuset rempli de calcin au centre du four. Puis, il commença à construire le feu. Il utilisa sa précieuse lentille pour allumer l'amadou, et bientôt, un petit feu crépitait à l'intérieur de la chambre de cuisson. Lentement, méthodiquement, il augmenta l'intensité du feu. Il commença par de petites brindilles, puis des branches plus grosses, et enfin les bûches. Le tirage qu'il avait conçu fonctionnait parfaitement. L'air s'engouffrait par l'ouverture inférieure, attisant les flammes, et la fumée s'échappait par la cheminée supérieure en un panache dense. Le four se mit à rugir. Le son était impressionnant, une bête affamée dévorant le bois. Julien passa les heures suivantes à alimenter ce monstre, son visage noirci par la suie, ses yeux piquants à cause de la fumée, son corps trempé de sueur malgré le vent frais de la mer. Il observait la couleur des flammes et la lueur à l'intérieur du four à travers les vents, jaugeant la température avec l'œil d'un expert. Quand les parois intérieures commencèrent à luire d'un rouge terne, il sut qu'il approchait des 600 degrés. Il ajouta plus de bois, encore et encore, poussant la température plus haut. Le rouge devint plus vif, puis orange, puis d'un jaune-orange éclatant. Il estimait être maintenant au-dessus de 850 degrés. À l'intérieur, le tas de fragments de verre dans le creuset devait commencer à se transformer. Il ne pouvait pas simplement retirer le creuset. Il n'avait pas de pince de 2 mètres de long ni de protection contre la chaleur. Il devait improviser une technique de moulage. Avant de chauffer le four, il avait préparé un moule simple, un creux en forme de bol lissé dans un lit d'argile humide et de sable qu'il avait placé juste devant l'ouverture du four. Son plan, désespérément simple, était de faire basculer le creuset pour que le verre en fusion se déverse dans le moule. Avec un long bâton de bois flotté dur, il atteignit l'intérieur du four. La chaleur était si intense qu'elle semblait lui brûler la peau, même à distance. En plissant les yeux contre la lueur aveuglante, il poussa le bord du creuset. Il bascula. Un filet de lumière liquide, d'un orange aussi brillant que le soleil, coula du creuset et tomba dans le moule de sable. C'était un spectacle fascinant et terrifiant. Le verre en fusion se répandit, remplissant la forme du bol, rougeoyant avec une énergie interne. Julien retira son bâton, dont l'extrémité était en feu, et recula, le cœur battant à tout rompre. Il avait réussi. Il avait fait fondre le verre. Maintenant venait la partie la plus difficile, l'attente. Le verre devait refroidir, mais il devait refroidir lentement. Un refroidissement trop rapide, et les contraintes internes le feraient voler en éclats. Il recouvrit rapidement le moule d'une couche de sable chaud et de braise pour créer un four de recuisson improvisé, isolant le verre pour ralentir sa perte de chaleur. Le reste de la journée et la nuit suivante furent une longue et angoissante attente. Le feu du four s'éteignit lentement, ses rugissements se transformant en murmures, puis en silence. Julien s'assit à proximité, trop nerveux pour dormir, observant le monticule de sable sous lequel son premier récipient se solidifiait lentement, priant pour qu'il survive au processus de refroidissement. Tout son avenir dépendait de la réussite de cette alchimie primitive. L'aube du 5e jour était froide et grise, le ciel couvert d'une brume matinale qui rendait le son des vagues étouffé et distant. Julien n'avait presque pas dormi. Il était resté assis près de son four refroidi et du monticule de sable qui cachait le fruit de son travail, oscillant entre l'espoir et la crainte. Le verre était une matière capricieuse. Même dans son atelier ultramoderne, avec des fours de recuisson contrôlés par ordinateur, il lui arrivait de perdre des pièces à cause de contraintes thermiques invisibles. Ici, avec sa méthode primitive, les chances d'échec étaient astronomiques. Le sable au-dessus du moule était encore chaud au toucher, mais il décida qu'il ne pouvait plus attendre. Avec une précaution infinie, comme un archéologue exhumant un artefact précieux, il commença à enlever le sable et les cendres avec ses mains. Il sentit le bord de sa création, dur et solide. Il écarta plus de sable jusqu'à ce que l'objet soit entièrement exposé. Il le laissa reposer encore quelques minutes, laissant l'air frais de la mer le toucher pour la première fois. Puis, retenant sa respiration, il le souleva. C'était lourd, grossier et plein d'imperfections. Des bulles d'air étaient piégées à l'intérieur, et la surface était rugueuse là où elle avait touché le sable. Le bord était inégal et épais. Ce n'était en aucun cas un objet de beauté. Mais c'était un bol. Un récipient solide, d'une seule pièce, sans la moindre fissure. Il le tapota doucement avec son ongle, et le son qui en résulta fut un clinque clair et solide, pas le bruit sourd d'une pièce fissurée. Un immense sourire fendit son visage couvert de suie.
Il l'avait fait. Il tenait dans ses mains un miracle de survie, né du feu, de l'argile et des déchets. Il ne perdit pas de temps. Il prit son nouveau bol, sa première possession manufacturée sur cette île, et se dirigea vers la falaise. Il le plaça sous l'un des plus gros filets d'eau et le regarda se remplir lentement. L'eau était claire et froide. Il ramena le bol plein jusqu'à son feu, qu'il ranima en un foyer ardent. Il trouva 3 pierres de taille égale pour créer un trépied de fortune sur les braises et y déposa son bol. Puis il attendit encore, regardant l'eau chauffer. Bientôt, de petites bulles se formèrent au fond, puis l'eau se mit à frémir, et enfin, elle se mit à bouillir vigoureusement. Il retira le bol du feu avec un morceau d'écorce pour protéger ses mains et le laissa refroidir. L'attente était une torture, l'odeur de la vapeur propre se mêlant à l'air salin. Quand l'eau fut enfin assez tiède pour être bue, il souleva le bol à ses lèvres et but. C'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. De l'eau pure, sûre, qui coulait dans sa gorge sèche et semblait redonner vie à chaque cellule de son corps. Il but le bol entier, lentement, savourant chaque goutte. Pour la première fois depuis le naufrage, la menace imminente de la déshydratation était écartée. C'était plus qu'une boisson, c'était une résurrection. Ce succès l'emplit d'une énergie et d'une confiance nouvelle. Il avait résolu le problème de l'eau. Maintenant, il allait s'attaquer au problème des outils. Il avait besoin de quelque chose de tranchant. Pour couper du bois, pour préparer de la nourriture, pour se défendre si nécessaire. Son regard se posa à nouveau sur la plage, cette réserve inépuisable. Il ne cherchait plus du verre à fondre, mais du verre à façonner à froid. Il se souvint des techniques de taille de l'obsidienne, un verre volcanique naturel, qu'il avait étudié par intérêt pour l'histoire de son article. Les premiers humains avaient créé des outils d'une incroyable finesse en utilisant une technique appelée la taille par percussion et par pression. Julien se mit à chercher le bon type de matériau. Il lui fallait un morceau de verre plat, homogène, sans ligne de contrainte interne. Il le trouva sous la forme d'un grand fragment de pare-brise de voiture, probablement d'un modèle des années 40 ou 50, dont le verre était plus épais et non trempé. Il s'assit à nouveau à son atelier, la grande pierre plate. Il prit une pierre de rivière dure et arrondie comme percuteur. Tenant le morceau de verre dans sa main gauche gantée, il avait enroulé une partie de sa chemise déchirée autour de sa main pour la protéger. Il commença à frapper le bord avec des coups secs et précis. À chaque impact, un éclat de verre en forme de conque, un éclat conchoïdal, se détachait, laissant derrière lui un bord aussi tranchant qu'une lame de rasoir. C'était un processus dangereux qui exigeait de la concentration. Le moindre faux mouvement pouvait lui envoyer un éclat dans l'œil ou lui ouvrir une artère. Il travailla pendant 1 heure, affinant la forme, créant une sorte de biface primitif, avec une extrémité pointue et un long bord tranchant. Pour la finition, il utilisa une technique de taille par pression, utilisant la pointe d'un os de cerf qu'il trouva sur la plage pour détacher de minuscules éclats et créer un tranchant encore plus fin et plus régulier. Quand il eut terminé, il tenait dans sa main une lame de verre translucide, longue d'une 15aine de centimètres. Elle était d'une beauté mortelle, sa surface scintillant de centaines de microfacettes laissées par la taille. Il la testa sur un morceau de bois flotté. Elle le coupa sans effort, rasant de fins copeaux. Il avait maintenant un couteau. Ce jour-là, Julien avait fait un bond de géant, passant de l'âge de pierre à sa propre version de l'âge du verre. Il avait une source d'eau potable et un outil de coupe. Il était assis près de son feu, son bol en verre à côté de lui, sa lame de verre à la main. Il n'était plus à la merci de l'environnement. Il commençait à le façonner à sa volonté, en utilisant les compétences de sa vie passée pour se forger un avenir dans ce monde brisé et scintillant. Les semaines qui suivirent transformèrent Julien. La lutte désespérée pour la survie immédiate laissa place à une routine rythmée et délibérée. Il n'était plus un simple naufragé attendant d'être secouru. Il était devenu le seul habitant, le gardien et le maître artisan de sa crique de verre. La plage n'était plus une prison, mais un atelier à ciel ouvert, une ressource qu'il apprenait à exploiter avec une efficacité croissante. Son premier projet d'envergure, après avoir sécurisé l'eau et créé son premier outil, fut la construction d'un abri digne de ce nom. Les premières nuits, il s'était abrité dans une petite grotte peu profonde au pied de la falaise, mais elle était humide et exposée au vent. Il avait besoin de quelque chose de mieux. En utilisant sa lame de verre, il put couper de jeunes gaules de saule et de cèdre qui poussaient en abondance au sommet de la falaise. Le processus était lent, mais son couteau était étonnamment efficace. Il tailla des dizaines de poteaux qu'il planta dans le sol près de son campement, formant une structure en forme de dôme. Il utilisa ensuite des lianes et des racines de sapin flexibles pour tisser un treillis entre les poteaux, créant une charpente solide. Pour le toit, il utilisa de grandes plaques d'écorce de cèdre qu'il détacha d'arbres tombés, les superposant comme des bardeaux pour assurer l'étanchéité. En 1 semaine de travail acharné, il avait construit une petite hutte, solide et remarquablement confortable.
C'était son premier acte de véritable domestication de l'environnement. Son travail du verre devint également plus sophistiqué. Son premier bol était fonctionnel, mais brut. Il affina sa technique. Il construisit un deuxième four, plus grand et mieux isolé, capable d'atteindre des températures plus élevées et plus stables. Il apprit à créer de meilleurs creusets, plus résistants. Il commença à expérimenter. Il créa une deuxième coupe, plus grande, pour stocker l'eau. Il tenta de fabriquer une plaque de verre plate en laissant le verre en fusion s'étaler sur un lit de sable parfaitement nivelé. Le résultat fut une plaque de verre déformée et inégale, mais elle pouvait servir de plat ou de surface de coupe. Sa plus grande innovation fut la création d'une sarbacane de verrier, ou du moins une version primitive de celle-ci. Il trouva un long morceau de bambou creux échoué sur la plage. Il le nettoya méticuleusement. Puis, il fabriqua une petite embouchure en argile qu'il fixa à une extrémité pour la protéger de la chaleur. Ce n'était pas un outil professionnel, mais cela lui permettait de souffler de petites bulles de verre. Ses premières tentatives furent des échecs comiques, les bulles éclatant ou s'effondrant. Mais avec de la pratique, il parvint à souffler de petites bouteilles et des flacons, des récipients légers et délicats qui contrastaient avec ses premières créations massives. Ces petits flacons lui permettaient de transporter de l'eau lorsqu'il explorait plus loin le long de la côte. La nourriture devint sa préoccupation suivante. Il utilisa sa lame de verre pour fabriquer un épieu rudimentaire, en attachant un éclat de verre long et pointu à l'extrémité d'une perche. Avec lui, il pouvait harponner de petits poissons dans les bassins de marée et déloger les moules et les berniques des rochers. Il apprit à identifier les plantes comestibles qui poussaient près de la forêt, les racines de fougères, les baies de salal, les jeunes pousses d'épicéa. Son régime alimentaire était monotone, mais il le maintenait en vie et en bonne santé. L'exploration devint une partie de sa routine. Chaque jour, il marchait un peu plus loin, cartographiant mentalement son territoire. Au sud, la plage de verre se terminait par une série de promontoires rocheux infranchissables, battus par les vagues. Au nord, elle s'étendait sur près de 2 kilomètres avant de céder la place à une plage de sable noir classique. C'est là, un après-midi, qu'il fit une découverte majeure. À moitié ensevelie dans le sable, se trouvait une grande caisse en bois, cerclée de métal rouillé. C'était un débris d'un naufrage, peut-être le sien, peut-être un autre. Il lui fallut des heures pour l'ouvrir, en utilisant des pierres comme marteau et un éclat de verre comme levier. Il ne s'attendait à rien, mais quand le couvercle céda enfin, son cœur s'arrêta. À l'intérieur, soigneusement emballée dans de la toile cirée, se trouvait une grande bobine de corde de pêche en nylon et une petite boîte en fer blanc contenant un assortiment d'hameçons, de plomb et de leurre. C'était comme trouver un trésor. La corde et les hameçons allaient révolutionner sa capacité à se procurer de la nourriture. Il pouvait maintenant pêcher dans les eaux plus profondes depuis les rochers, et non plus se contenter des bassins de marée. Il pouvait fabriquer des pièges, réparer ses outils, renforcer son abri. Cette découverte, ce cadeau de la mer, le sortit encore plus de la survie précaire pour l'amener vers une existence presque durable. Le soir, assis devant sa hutte, il regardait le soleil se coucher sur l'océan. Le feu crépitait dans son foyer. À côté de lui, son bol en verre, ses flacons, ses couteaux et maintenant, sa précieuse boîte d'attirail de pêche. Il avait transformé ce dépotoir en un refuge fonctionnel. Il avait imposé son ordre, sa créativité et sa volonté à ce coin de nature sauvage. Il n'était plus seulement Julian Croft, l'artiste. Il était devenu autre chose, un pionnier d'un nouveau genre, le seul citoyen d'un monde qu'il avait lui-même construit, un éclat à la fois. La survie était devenue une science, une série de tâches quotidiennes qui occupaient ses mains et son esprit. Pêcher, chercher de la nourriture, entretenir le feu, améliorer son abri. Julian avait atteint un équilibre précaire mais stable avec son environnement. Cependant, une fois les besoins physiques fondamentaux satisfaits, un autre type de faim commença à le ronger, la solitude. Le silence n'était rompu que par le bruit des vagues, le cri des goélands et le son de sa propre voix lorsqu'il se surprenait à parler tout seul. L'absence d'interaction humaine était un poids constant, une faim de l'âme que ni le poisson ni les baies ne pouvaient combler. Il passait des heures à regarder l'horizon, espérant apercevoir la silhouette d'un bateau, mais il n'y avait jamais rien. Le monde extérieur semblait avoir complètement oublié son existence. Le désespoir menaçait de s'installer, non plus la panique aiguë des premiers jours, mais une mélancolie lente et insidieuse qui émoussait ses sens et sapait sa volonté. Il se rendit compte qu'il avait besoin de plus que de la simple survie. Il avait besoin d'un but, de quelque chose au-delà de la simple répétition des tâches quotidiennes. Il avait besoin de se souvenir de qui il était. Un après-midi, alors qu'il triait son tas de calcins pour un projet utilitaire, sa main tomba sur un morceau de verre d'une couleur qu'il n'avait pas encore travaillé. C'était un fragment de verre bleu cobalt, presque lumineux, probablement le reste d'une vieille bouteille de bromo-seltzer ou d'un flacon de poison.
La couleur était d'une profondeur et d'une pureté incroyables. Dans son ancienne vie, il aurait payé cher pour obtenir du verre de cette qualité. Le tenir dans sa main déclencha quelque chose en lui, une étincelle de l'artiste qu'il avait été. Il prit une décision. Ce jour-là, il n'allait pas fabriquer un outil. Il n'allait pas fabriquer un récipient. Il allait fabriquer quelque chose de beau. Quelque chose d'inutile. L'idée était une rébellion, un acte de défi contre la tyrannie de la nécessité qui avait gouverné sa vie pendant des semaines. Il prépara son four avec un soin particulier, comme s'il se préparait pour une commande importante. Il ne sélectionna que le meilleur bois, le plus sec, pour assurer une chaleur propre et constante. Il fabriqua un nouveau creuset, plus petit et plus fin, spécialement pour ce projet. Il plaça le seul morceau de verre bleu cobalt à l'intérieur, comme s'il s'agissait d'un joyau précieux. Il alluma le feu et passa les heures suivantes à le nourrir, ses gestes retrouvant la grâce et la précision d'un maître artisan. Il n'était plus un naufragé essayant de faire fondre du verre, il était un verrier à l'œuvre. Quand le four atteignit la bonne température, et que le verre à l'intérieur se transforma en une petite perle de lumière liquide bleue, il sentit une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il ne tenta pas de le verser ou de le souffler. Il voulait créer quelque chose de simple et de pur. Il prit une fine tige de bois vert, l'humidifia, et la plongea dans le creuset. Une petite goutte de verre en fusion adhéra à l'extrémité. Il la retira du four et, utilisant des mouvements rapides et experts, il la façonna en la faisant rouler sur sa pierre plate. Il tira et étira la goutte, utilisant la gravité et la force centrifuge pour lui donner une forme élégante et allongée. Il travaillait vite, avant que le verre ne se solidifie. Quand il eut terminé, il tenait à l'extrémité de son bâton une petite sculpture. C'était une larme de verre. Une larme parfaite, d'un bleu profond, lisse et brillante. Elle capturait la lumière d'une manière que ses bols et ses lames grossiers ne pouvaient pas. Elle semblait contenir un fragment du ciel et de la mer. Il la détacha soigneusement de la tige de bois et la plaça dans les cendres chaudes pour qu'elle refroidisse lentement. Il resta assis à la regarder pendant des heures, alors que la couleur passait du bleu incandescent à sa teinte finale, profonde et translucide. Tenir ce petit objet dans sa paume le remplit d'une émotion puissante. Ce n'était pas un outil de survie, mais il était tout aussi vital. C'était un ancrage. Un lien avec son ancienne vie, avec sa passion, avec son identité. Cette petite larme de verre contenait tout ce qu'il avait perdu, son art, sa maison, le contact humain. Mais elle contenait aussi tout ce qu'il avait conservé, sa compétence, sa créativité, son esprit indomptable. C'était un acte de création pour la création, une affirmation que même au milieu de la désolation la plus complète, la beauté avait sa place. C'était une façon de pleurer sa situation sans verser de larmes, en transformant sa douleur et sa solitude en un objet tangible et magnifique. Il perça un petit trou dans la partie supérieure de la larme avant qu'elle ne soit complètement dure, et y passa un fil de nylon de sa bobine de pêche. Il le porta autour de son cou. Le poids du verre contre sa peau était un rappel constant. Un rappel qu'il n'était pas une bête sauvage, mais un homme. Un homme qui, même seul au bout du monde, pouvait encore créer de la beauté à partir de ce qui était brisé. Cette petite larme de verre inutile était devenue la chose la plus importante qu'il possédait, le symbole de sa survie, non seulement physique, mais aussi spirituelle. L'hiver approchait. Les tempêtes qui balayaient la côte de l'Oregon devinrent plus fréquentes et plus violentes. L'une d'elles fut particulièrement brutale. Le vent hurlait pendant 2 jours, arrachant les bardeaux d'écorce du toit de la hutte de Julian. Des vagues monstrueuses s'écrasaient sur la plage, réarrangeant le paysage de verre et projetant de l'écume salée jusqu'à son campement. Julian passa ces 2 jours recroquevillé dans son abri, protégeant désespérément la braise de son feu, l'écoutant rugir à l'extérieur. C'était un rappel brutal de la puissance de la nature et de sa propre fragilité. Quand la tempête se calma enfin, Julian sortit pour évaluer les dégâts. Sa hutte était endommagée mais réparable. Son four avait tenu bon. Mais la plage était méconnaissable. Des tonnes de nouveaux verres avaient été remués, mais surtout, la tempête avait déposé de nouveaux trésors. Parmi les algues et le bois flotté se trouvaient des débris plus importants, arrachés à de vieilles épaves ou transportés sur des kilomètres. Et c'est là qu'il le vit. C'était un objet grand et circulaire, à moitié enfoui dans le verre. En le dégageant, il réalisa qu'il s'agissait d'un hublot de navire, épais et lourd, encore serti dans son cadre en laiton corrodé. Le verre était rayé et opaque à cause des années passées dans la mer, mais il était massif, et surtout, il avait une courbe concave distincte. En le voyant, une nouvelle idée, la plus ambitieuse de toutes, germa dans son esprit. Il avait créé du feu avec une lentille convexe pour concentrer la lumière. Que pourrait-il faire avec un miroir concave? Il pourrait créer un faisceau de lumière. Un signal. Son dernier projet, son chef-d'œuvre de survie,
serait de transformer ce hublot en un miroir de signalisation, un héliographe primitif. C'était sa meilleure, et peut-être sa seule, chance de salut. Le travail fut colossal. Il détacha d'abord le verre de son cadre en laiton, un processus qui lui prit une journée entière, en utilisant des pierres et des leviers en bois. Le disque de verre pesait près de 20 kilos. Il le transporta jusqu'à son atelier et commença le long processus de polissage. Ce fut bien plus difficile que pour sa petite lentille. La surface à travailler était immense. Pendant des jours, qui se transformèrent en semaines, il s'uessa les mains et le dos, frottant la surface du verre avec du sable de plus en plus fin, puis avec de la poudre de coquillage, et enfin avec un morceau de cuir souple qu'il avait récupéré d'une vieille botte échouée. Il travaillait sans relâche, mu par une nouvelle urgence. L'hiver arrivait, et avec lui, moins de soleil et moins de chances de voir des bateaux au large. Lentement, la surface opaque du verre commença à changer. Elle devint translucide, puis transparente. Mais il avait besoin d'un miroir, pas d'une fenêtre. Il lui fallait une surface réfléchissante. Il n'avait pas d'argenture. Il réfléchit, se remémorant toutes les techniques de fabrication de miroirs qu'il connaissait. Les anciens Romains utilisaient du métal poli. Les Vénitiens avaient inventé le miroir à base de mercure et d'étain. Rien de tout cela n'était possible. Il pensa alors à la physique de la réflexion. Une surface sombre derrière un verre poli peut créer un reflet. C'était le principe du miroir noir des artistes. Il prépara une peinture primitive en utilisant de la suie de son feu, qu'il mélangea avec de la sève de pin collante pour créer une laque noire et épaisse. Il appliqua soigneusement cette mixture au dos du disque de verre poli, sur la surface convexe, laissant la surface concave parfaitement propre. Il laissa sécher pendant plusieurs jours. Quand tout fut prêt, il testa son invention. Il orienta la surface concave vers le soleil. Le résultat dépassa ses espérances. Le miroir captait la lumière et la projetait en un faisceau incroyablement brillant et concentré, un disque de lumière aveuglante qu'il pouvait voir danser sur la falaise à des centaines de mètres de là. En inclinant légèrement le miroir, il pouvait diriger ce faisceau avec une précision surprenante. Il avait une voix faite de lumière. Chaque jour ensoleillé, Julien montait au sommet du promontoire rocheux, le point le plus élevé de sa crique. Il emportait son miroir, qu'il avait monté sur un support en bois pour pouvoir le viser plus facilement. Et il attendait, scrutant l'horizon. Il était devenu un gardien de phare sans phare, un guetteur solitaire. Un après-midi, alors que le soleil commençait à descendre vers l'océan, il vit quelque chose. Un point. Un point noir à la limite de sa vision, là où le ciel rencontrait la mer. Son cœur s'arrêta. Était-ce un rocher? Une baleine? Ou un bateau? Le point grossit, très lentement, prenant la forme indubitable d'un navire, probablement un chalutier ou un caboteur. Il était loin, à plusieurs kilomètres, mais il était là. Les mains tremblantes d'adrénaline, Julien positionna son miroir. Il capta la lumière du soleil couchant et visa le navire. Il commença à faire clignoter le faisceau, encore et encore, en une séquence désespérée. Flash, flash, flash. Un SOS de lumière pure, envoyé depuis son royaume de verre. Le navire continua sa route, imperturbable. Le cœur de Julien se serra. Il ne l'avait pas vu. C'était trop loin. Il continua, refusant d'abandonner, ses bras fatigués, ses yeux plissés pour voir à travers les larmes de frustration et d'effort. Il continua de lancer son signal scintillant à travers l'immensité de l'océan. Puis, quelque chose changea. Le navire, qui n'était qu'un profil glissant sur l'horizon, sembla ralentir. Et puis, très lentement, il commença à virer de bord, se dirigeant vers la côte. Vers lui. Julien tomba à genoux, laissant tomber le miroir, le souffle coupé. Il l'avait vu. Son signal, né des détritus du passé et de son art ancestral, avait traversé l'océan et avait été vu. Il leva les yeux vers le navire qui approchait, une silhouette sombre de salut se découpant sur le soleil couchant. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais à cet instant, entouré des couleurs scintillantes de sa plage, la larme de verre bleu contre sa poitrine, Julien Croft sut qu'il avait survécu. Il avait transformé son naufrage en sa plus grande création.